Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition, une édition que nous débuterons dans le Val d'Oise, à Argenteuil, où a été commémoré aujourd'hui le centenaire de la médaille d'or de John B. Kelly aux Jeux Olympiques de Paris en 1924. Nous rejoindrons notre envoyé spécial sur place, Justin Hadel. Du beau monde sur les tatamis monégasques à l'occasion du tournoi international de judo de Monaco Trophée Gérard Bertrand, une 29e édition qui aura été remportée cette année par l'Ukraine. Top départ pour la nouvelle saison de bobsleigh, une année cruciale avant les Jeux Olympiques de Milan-Cortina en 2026. Boris Vian sera notre invité ce soir pour évoquer les ambitions de l'équipe monégasque. Puis nous vous parlerons de la dernière exposition présentée à la Villa Paloma du nouveau Musée national de Monaco. Son nom, Paesine, pensé par l'artiste portugais Francisco Tropa. Célia Bernardsconi, commissaire de l'exposition, nous en dira plus. Dans ce journal également, c'était Noël avant l'heure pour près de 2000 bénéficiaires des Enfants de Frankie. Un spectacle enchanté aura donné vie au personnage de conte de fées. Samedi, vous avez pu suivre en direct sur notre antenne la cérémonie de réouverture de Notre-Dame de Paris, cérémonie à laquelle assistaient de nombreux chefs d'État et de gouvernement, dont son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Le prince souverain a profité de sa présence à Paris pour se rendre ce lundi à quelques kilomètres de là, dans le Val d'Oise, où un hommage a été rendu à son grand-père maternel, John B. Kelly, que l'on surnommait également Jack Kelly. Il était un grand sportif, triple médaillé olympique en aviron. En 1924, il remportait une dernière médaille d'or sur le plan d'eau d'Argenteuil lors des Jeux Olympiques de Paris. 100 ans plus tard, on commémorait aujourd'hui l'athlète, mais aussi le grand-père qu'il a été. Un moment d'émotion capté par Justin Hadel et Camille Caloni. C'est sur les berges de la Seine, au niveau de la base nautique d'Argenteuil, que le premier hommage au grand-père John B. Kelly est donné. Le tout en présence de nombreuses autorités de la région Île-de-France, monégasques, mais surtout des cousins américains du prince souverain. Un moment de recueillement familial devant une exposition photo en plein air qui permet de souligner la grandeur de ce sportif renommé. C'est une famille de champions, ça représente un beau symbole en fait pour nous et pour l'aviron. Donc vous voyez, toute cette famille, la famille de Monaco, est pour moi, à mon cœur en tous les cas, un immense souvenir. Ce qu'il a fait, c'est quand même rare. Arriver à faire dans la même journée 2 fois champion olympique, je crois que c'est jamais arrivé. Premier triple médaillé d'or aux Jeux Olympiques dans sa discipline, il est surtout double médaillé d'or en l'espace d'1 heure dans la même journée lors des JO d'Anvers. Une performance aujourd'hui inégalée. Argenteuil reste le lieu de sa dernière médaille d'or dans la compétition internationale. En son honneur, les berges de la Seine se trouvant au niveau du club d'aviron sont rebaptisées quai John B. Kelly. Un peu plus loin dans la commune, le souverain inaugure une fresque monumentale dédiée à son grand-père, réalisée par Scaro, un artiste de renommée internationale. Un moment d'émotion qui contribue à une volonté d'entretenir un héritage sportif et familial. C'est d'entretenir l'héritage sportif, mais aussi humain qu'a laissé notre grand-père, puisqu'il a été aussi, bien sûr, un homme d'affaires, mais bien sûr un entrepreneur, bien sûr participé à la vie publique de sa ville, mais il a aussi eu un côté philanthropique, un côté humaniste tout à fait remarquable. Voilà, c'est un très bon hommage qu'on lui rend, mais aussi par là même, cela crée aussi des liens avec la ville d'Argenteuil. Un sentiment partagé par son cousin John B. Kelly III, heureux de voir autant de monde pour cet hommage. The town has turned out a great event here. There's so many people that's really touching. It's just really it warms my heart that people still remember him. You know, he was such a great athlete, and his cousin Paul Costello and the other man in the double. And this town, I'm learning, I didn't know it before, but I'm learning has a long tradition of rowing here, which reminds me of Philadelphia. Cet événement marque la fin d'une année olympique intense à Argenteuil et permet de rendre hommage au passé sportif de la commune, ainsi qu'à la figure emblématique qu'est John B. Kelly. Ce qui est important, c'est que la France ait reçu les Jeux Olympiques d'été cette année et qu'il fallait marquer un siècle après une des victoires sur le bassin d'Argenteuil avec donc le grand-père du prince Albert. Un lien entre la famille princière et cette commune qui compte bien être entretenue à l'avenir avec des projets communs entre la principauté et Argenteuil.
Et cet hommage complète celui qui avait déjà été organisé il y a quelques mois lors des Jeux Olympiques de Paris 2024 à Vers-sur-Marne, lieu des épreuves d'aviron, en présence d'une grande partie de la famille Kelly, du président du CIO Thomas Bach et bien évidemment du prince Albert II. En basket, la Roca Team s'est inclinée face à Paris 111-104 en Betclic Elite dimanche. Un match qui aura emmené les deux équipes en prolongation. Les Monégasques ont de quoi nourrir des regrets puisqu'ils menaient cette rencontre avant de flancher dans les dernières minutes de jeu. Ce remake des dernières finales de championnat aura tourné en faveur des Parisiens qui comptent dans son effectif un certain Yacouba Ouattara. Prochaine rencontre pour l'AS Monaco Basket ce jeudi face au Fenerbahçe en Euroleague. Au même moment, dimanche, sur le parquet de la salle Gaston Médecin, les tatamis du tournoi international de judo de Monaco avaient pris place pour la 29e édition du trophée Gérard Bertrand. Près d'une centaine de judokas professionnels avaient répondu présent pour remporter le titre tant convoité. Qui est sorti vainqueur de cette compétition par équipe? Qui a succédé au Japon? La réponse dans ce reportage de Gaëtan Lebrun et Thomas Deus. Champion d'Europe, champion du monde, médaillé olympique, la crème du judo mondial était présente ce week-end en Principauté. 16 délégations étaient engagées dans le tournoi cette année. Chaque équipe était composée de 7 combattants, représentant les 7 catégories de poids de la compétition, allant des moins de 60 kg jusqu'aux plus de 100 kg. Cette édition a aussi été marquée par l'anniversaire des 50 ans de la Fédération monégasque de judo. De nombreuses personnalités étaient présentes pour l'événement et la présidente Sophie Vincent a tenu à marquer le coup en retraçant l'histoire du judo en Principauté. D'un point de vue purement technique, c'est une très belle édition puisqu'on avait 16 équipes avec vraiment des représentants internationaux dans chaque nation qui était présente. Et puis effectivement, on a voulu marquer le coup des 50 ans de la fédération et des 75 ans du club en signant d'abord un renouvellement du protocole qui nous lie à la fédération française. Et puis en projetant un film sur l'histoire de notre sport en Principauté. La belle surprise du tournoi, c'est le Judo Nice Métropole. Le club de Nice a réussi à se hisser jusqu'en finale où ils ont retrouvé l'Ukraine qu'ils avaient déjà affronté en poule. Malheureusement, le club niçois s'est incliné 4-3 en finale et remporte, malgré beaucoup de frustration, une belle médaille d'argent symbolisant leur incroyable épopée dans ce tournoi. On est venu pour faire le podium. On l'a fait. Après, quand on perd une finale, on ne peut pas être content. Hein. Mais on les a battus en poule. Donc on est à un partout. Mais bon, on a gagné au bon moment, on a perdu au mauvais moment. Mais bon, non, on ne peut pas être content d'avoir perdu. C'est comme ça, on va perdre un vainqueur. Les Ukrainiens donc grands vainqueurs du tournoi international de judo de Monaco. Le championnat du monde de bobsleigh a repris ses droits ce week-end. C'est en Allemagne, à Altenberg, que les meilleures équipes au monde se sont retrouvées pour une saison qui s'annonce palpitante 1 an et demi avant les Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina. Le bob monégasque était bien évidemment représenté. Boris Vian est d'ailleurs en duplex avec nous pour évoquer cette nouvelle saison et ses objectifs. Bonsoir Boris. Bonsoir Amélie. Merci de nous faire l'amitié d'être avec nous ce soir. Est-ce qu'il y avait une certaine impatience que la saison reprenne? Bien sûr que oui. Nous, la saison de prépa physique, là on peut pas descendre, c'est toujours très long. Ça s'étale de mars au mois d'octobre, donc les premières courses se faisaient attendre. Vous étiez donc à Altenberg, en Allemagne, ce week-end pour la première manche de la Coupe du Monde. Comment ça s'est passé pour vous? C'est ça, on était en Allemagne pour la première manche de Coupe du Monde. Un résultat un peu en demi-teinte. Pour nous, c'était important d'être ici. C'était la première fois qu'on venait sur cette piste. Une piste très technique, réputée assez dangereuse. On a pris la 15e place, donc c'est pas le résultat qu'on souhaitait, évidemment. Mais il fallait qu'on prenne le contrôle de la piste et c'est une première étape. Donc on va monter crescendo pour petit à petit se rapprocher des championnats du monde et être en grande forme. Oui, ça a été difficile de rivaliser avec le top 10 pour cette première? Ça a été difficile. Ça a été difficile notamment parce que j'ai eu un été de préparation physique très compliqué avec pas mal de blessures. Donc j'arrive en méforme sur ces premières Coupes du Monde. Donc quand on n'a pas le start, c'est compliqué après de revenir sur les grandes nations. Et pour cette première descente, vous étiez associé à Arthur Prévost, c'est ça? C'est ça, Arthur, ouais. C'est ça. Est-ce que vous prenez toujours autant de plaisir, Boris, en tant que pilote? Toujours. J'ai l'impression que c'est de plus en plus. Ça va être dur de s'arrêter. Mais non, toujours, bien sûr. Et c'est une saison qui s'annonce chargée cette année. Hein. C'est une grande saison. Pour moi, en tant que pilote, c'est la première année qu'on va faire tout le circuit Coupe du Monde.
Et en plus, il y a le Bob à 4 qui se rajoute à partir du mois de janvier, la première Coupe du Monde de Bob à 4 à Winterberg en Allemagne. Donc c'est un gros programme. C'est un gros programme. Et elle est cruciale aussi cette saison parce que c'est la dernière avant les Jeux d'hiver. C'est la dernière avant les Jeux d'hiver, donc il faut commencer à performer, à monter en puissance. Et les standards du comité olympique international ont changé pour la qualification du Bob à 2 au JO. Maintenant, il faut aussi qualifier un Bob à 4. Donc ça fait un projet beaucoup plus costaud et il va falloir répondre présent à ce projet. Oui, et l'épreuve de Bob aura bien lieu à Cortina. Il y avait eu quelques incertitudes quant à sa délocalisation. Exactement, ça aura bien lieu à Cortina et pour nous c'est une grande chance parce qu'on avait peur d'être délocalisé sur un autre site. Et quand on fait les Jeux Olympiques, on aime bien être dans la ville et avec tout le monde, donc on attend de pouvoir voir la piste et pouvoir descendre dessus. Normalement, ce sera au mois d'octobre la saison prochaine. Vous avez hâte, là aussi, Boris, de présenter le Bob à 2 et puis le grand retour du Bob à 4 aussi. Exactement. Alors hâte, très hâte. C'est encore loin, on a encore du temps. Il faut passer les Coupes du Monde, il faut s'entraîner dur, bien descendre et faire monter le groupe. Mais ouais, bien sûr, on a hâte, bien sûr. Puis on garde dans un coin de la tête cette 6e place aux Jeux Olympiques de Pékin en 2022. Mais depuis, il y a eu une transition. Il y a eu une transition. Et alors, bien évidemment qu'on garde cette 6e place en tête. Et maintenant, je pense qu'on a le droit d'arriver aux Jeux Olympiques avec des prétentions de médailles. Et c'est important qu'on garde ça en tête. Et c'est ce qui nous fait lever tous les matins pour aller s'entraîner et trouver des solutions sur la mécanique du bobsleigh pour aller de plus en plus vite et aller rivaliser avec les grandes nations comme on a su le faire à Pékin. Et avant les Jeux, il y a cette saison à suivre. Quel est votre programme maintenant? Vous êtes en Lettonie, c'est ça? On est en Lettonie à Sigulda, une piste aussi très technique. Donc ça va être du challenge ce week-end. Pour du monde, c'est une double course. Donc on a une course samedi et une course dimanche. Et après ça, il y aura la petite trêve de Noël 10 jours avant de repartir sur la 3e Coupe du Monde de la saison. Est-ce qu'il y a une piste que vous appréciez plus particulièrement? Écoutez, je pense que comme tout pilote, et en plus monégasque, il y a quand même Saint-Moritz. Saint-Moritz, c'est quand même la piste, c'est la mecque du bobsleigh. Et on va dire que le bobsleigh a son Graal avec Saint-Moritz et Monaco a la meilleure piste du monde de Formule 1. Donc pour nous, c'est très important. Et c'est la seule piste naturelle encore? C'est la seule piste naturelle au monde, exactement. Et on suivra bien évidemment votre saison de près. Merci beaucoup, Boris Vian, d'avoir été avec nous depuis la Lettonie. Merci beaucoup. Merci à vous. De retour à Monaco pour vous parler de la dernière exposition du nouveau musée national de Monaco. Elle s'intitule Paesine et présente le travail de l'artiste portugais Francisco Tropa jusqu'au 21 avril 2025 à la Villa Paloma. Avant d'en parler avec notre invitée, la commissaire de l'exposition, Célia Bernasconi, découvrons ensemble le reportage de Crescinda Tomel. Archéologie, ethnologie et art contemporain, le musée Paloma devient soudainement un espace différent, où l'histoire de l'art est déconstruite et où le visiteur n'aura d'autre choix que de s'en remettre à Francisco Tropa, qui le guidera, au travers de ses œuvres, à envisager une autre histoire des formes. L'espace du musée est ainsi déconstruit pour devenir ou redevenir une caverne platonicienne. Voir une œuvre d'art, c'est une rencontre. On peut aller un peu plus au-delà de la simple conception de l'œuvre d'art. On peut aller jusqu'à penser comment est-ce que va être la lumière, comment est-ce que va être la salle où va se donner cette rencontre. Et donc ça me plaît, ça fait partie, je pense, aussi parfois du travail des artistes, de penser comment ça va être ce moment. Paesine, une exposition rétrospective, une vision globale de l'évolution du travail de l'artiste dans le temps, un panorama que Francisco Tropa développe depuis près de 30 ans. Je vois que notre histoire, dans notre histoire, surtout l'histoire de l'art, il y a vraiment, si on regarde vers les origines, je pense que c'est là qu'il y a beaucoup de pistes, soi-disant. Et donc ça m'intéresse à cause de ça, parce que je pense que c'est dans l'origine des choses qu'on trouve une certaine pureté. Et ça m'intéresse aussi dans mon travail d'aller chercher ce genre d'idées pour pouvoir les retravailler.
Représentation, trompe-l'œil, un décor de roche, d'eau et de lumière. L'artiste aime développer une pensée analogique du minéral et de l'organique, du naturel et de l'artificiel, pour revenir au temps des curiosités à l'époque où les musées n'existaient pas encore. Et pour en apprendre encore un peu plus sur cette nouvelle exposition à la Villa Paloma, Fabien Bonilla a interrogé la commissaire de l'exposition Paesine. Célia Bernasconi, bonsoir. Bonsoir. La nouvelle exposition de la Villa Paloma, Paesine, du portugais Francisco Tropa. Qu'est-ce que cette exposition ? Alors c'est une exposition que l'on a conçue en collaboration avec la Fondation Serralves à Porto, qui présente dans le même temps une exposition de Francisco Tropa, un autre volet de son œuvre. L'objectif de ces deux expositions, c'est vraiment de porter un regard rétrospectif, complet et complémentaire dans les deux lieux, sur l'œuvre de ce grand artiste contemporain qui est Francisco Tropa, encore assez peu connu hors des frontières du Portugal. Voilà, c'est une première grande exposition rétrospective. Un mot sur cet artiste. Qu'est-ce qui vous a plu justement chez lui pour vouloir faire comme ça une exposition lui étant consacrée ? Alors c'est une œuvre très plurielle, très diverse. C'est un artiste qui touche à de nombreuses techniques et matériaux. Ça, d'une part, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. Il y a aussi des domaines, des centres d'intérêt dans son travail qui avaient un écho particulier par rapport à Monaco. Notamment l'archéologie, sa passion pour des figures anciennes comme les Vénus préhistoriques. Et quand il est venu, je lui ai proposé de visiter le musée d'anthropologie préhistorique, dans lequel les équipes nous ont accueillis. Et il a été fasciné par ce qu'il y a vu, par les petits outils, les productions de sculptures, mais aussi par la grotte de l'Observatoire, évidemment, qui était habitée au Paléolithique. Tout ça a une résonance particulière par rapport à son travail et un grand intérêt qu'il a pour l'archéologie. Oui, c'est une exposition en fait très terrienne, hein, parce que même le mot Paesine, je crois que ça a une signification, c'est une pierre, je crois. Oui, c'est ça. Le titre Paesine fait référence à des pierres imagées que l'on trouve dans la région de Florence, qui proviennent d'une carrière très particulière. En fait, ces pierres, quand elles sont coupées en lames, on a l'impression que ce sont des pierres peintes par la main de l'homme. Elles présentent des paysages, en fait, c'est complètement naturel. Ce sont des paysages créés naturellement par la géologie. Et Francisco Tropa s'est beaucoup intéressé à ça, à ce rapport un peu inversé, puisque normalement l'art imite la nature. Là, c'est la nature qui imite en quelque sorte l'art, et lui-même a redoublé un peu ce sens, a mis en abîme la Paesine, puisqu'il en a créé une œuvre d'art spécialement pour l'exposition. Donc il y a ce rapport aussi à la géologie, vous avez raison, qui est tout à fait important pour l'exposition. Il y a une cinquantaine donc d'œuvres, mais ce ne sont pas forcément que des toiles ou que des sculptures, hein. C'est une exposition complète, hein. Oui, absolument. Alors les sculptures en bronze sont peut-être les œuvres les plus impressionnantes. Il y a notamment une Pénélope qui a été créée spécialement pour la terrasse de la Villa Paloma, la grande figure mélancolique de Pénélope qui fait face à la Méditerranée. Mais nous avons aussi des projections lumineuses comme l'œuvre qui se trouve juste derrière moi, intitulée Éclipse, qui a aussi été réalisée spécialement pour l'exposition. C'est une lanterne en fait, qui est une sorte un peu d'allégorie platonicienne sur la réalité, mais aussi sur l'art. Qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art ? Comment est-ce que vous avez élaboré la scénographie ? Alors la scénographie, elle a été élaborée par Francisco Tropa lui-même, puisqu'il a vraiment pris en compte l'architecture de la Villa Paloma pour concevoir l'exposition. Et dans chaque salle, il a un petit peu bousculé les murs, il les a un peu tordus, il a séparé les salles en deux, symboliquement, à travers des projections d'Agathe. Et donc toute la scénographie, c'est vraiment son dessin, parce qu'on peut dire que finalement, au-dessus peut-être de la variété des techniques qu'il emploie, c'est le dessin qui prime. C'est vraiment le dessin qui lui permet de concevoir ses œuvres, mais aussi de concevoir les expositions. Dernière question, pourquoi faudrait-il tout simplement aller voir cette exposition à la Villa Paloma ?
Parce que je crois que c'est un des très très grands artistes contemporains, parce qu'il y a de grandes découvertes, parce qu'il y a un rapport très sensuel à la sculpture et parce que je pense qu'on y apprend aussi beaucoup de choses. Il y a des histoires qui sont vraies, qui sont de l'ordre de l'archéologie. Il y a aussi des archéologies fictives et fictionnelles. Donc je crois qu'à tous les âges, on peut avoir beaucoup de plaisir à découvrir les œuvres de Francisco Troppa. Eh bien, Paesine de Francisco Troppa à découvrir du 6 décembre au 21 avril 2025. Merci Célia Bernasconi d'avoir répondu à mes questions. Merci. Solidarité à présent, une journée de rêve et de bonheur a été offerte à près de 2000 enfants. Des enfants de Francky, association qui vient en aide depuis 1997 aux enfants défavorisés ou malades de Monaco et de la région PACA. Chaque année, l'objectif est d'offrir à ces enfants un Noël magique, comme ont pu le constater Émilie Flamin et Camille Caloni. Offrir un moment d'évasion à des milliers d'enfants. C'est l'objectif du Noël de Francky depuis maintenant 27 ans. C'est une joie que j'ai dedans, que je veux transmettre aux enfants et eux, ils captent cette énergie et c'est ça que je veux, c'est ça que c'est beau parce que leur vie est faite de maladies, est faite de pauvreté, est faite de tellement de choses, vous ne pouvez pas imaginer. Ils sont contents de venir et c'est beau, c'est très beau. Les parents aussi, oui, sont très contents. Et ça, c'est un plaisir, ça c'est ce que j'aime, écouter et savoir. Des rires, des applaudissements, de la musique et de la danse. Pendant 1 heure, enfants et parents ont rêvé au rythme des différents artistes qui se sont succédés pour leur plus grand bonheur. J'ai tout aimé, surtout les danses avec les lumières. C'est génial, c'est juste du bonheur, c'est un spectacle formidable. Je sais que ça mobilise beaucoup de bénévoles et ça me fait très plaisir qu'ils puissent profiter de ce beau spectacle. Et que serait un Noël sans cadeau? Chaque enfant a pu repartir avec les bras bien chargés. C'est du maquillage. En hélicoptère télécommandé. Ça c'est du skate et ça c'est à manger. C'est un super Noël, est-ce que tu es content? Oui. La veille, les personnages de contes de fées ont pris vie durant la grande soirée Kids Night, un événement qui a permis à l'association d'organiser ce fameux Noël de Francky. Après le succès de ses premières dates, le Comedy Club revient au Smakelic du Méridien Beach Plaza les 13 et 14 décembre prochains. Les amateurs d'humour belge seront servis avec 3 artistes aux styles différents au programme, Serine Ayari, Nikos et Juan Rodriguez. Le concept reste le même, un stand-up, des punchlines et des snacks belges. Infos et réservations sur slash-f.com. Son nom fait référence à l'histoire de la principauté, une histoire qui anime également la maison de luxe Monoikos 1297 pour concevoir ses créations à la fois éco-responsables, éthiques et locales. Pour les fêtes de fin d'année, la dernière collection s'inspire d'une tradition chère aux Monégasques respectée chaque année au mois de janvier. Le reportage de Marie Bonnet-Blanc. En or, en argent, avec une finition bois ou bien orné de pierres précieuses, ce bijou unique et personnalisable reste avant tout un clin d'œil au patrimoine monégasque. Cette année, pour Noël, nous avons décidé de travailler le clou de la barque de notre sainte patronne qui est Sainte Dévote. Tous les 27 janvier est brûlée sur le parvis de l'église Sainte Dévote la barque de Sainte Dévote. À la fin de la cérémonie, la coutume veut que les enfants puissent aller récupérer les clous brûlés de la barque. Donc nous avons décliné les clous en pendentif porte-bonheur. Un bijou qui apporte bonheur et prospérité. Cette année, la collection est en édition limitée et elle plaît déjà beaucoup. C'est très bien. C'est très joli, c'est très fin. Moi, j'aime bien. C'est gentil, mon goût personnel, ça me plaît. Merci beaucoup. Mais la tradition, je la connais toujours. Je vais chercher toujours le clou. Les Monégasques sont très attachés à toutes les traditions monégasques. La prochaine collection sera autour des monuments monégasques avec notamment le caroubier, l'arbre national, décliné en foulard, jeux de cartes, parapluie, backgammon ou encore en bougie. Et Monoikos aurait largement sa place dans ceux qui font Monaco, la rubrique qui met en lumière les artisans, les restaurateurs, les commerçants qui contribuent au rayonnement de la principauté. Mais ce soir, c'est sur une autre enseigne que s'est porté le choix de Chrisinda Petit-Homel. Chrisinda, où est-ce que l'on vous retrouve ce soir ? Je vous propose que l'on se retrouve aujourd'hui pour ceux qui font Monaco 24 boulevard Princesse Charlotte. Nous avons déniché pour vous une véritable petite pépite. Son nom, Barretto, cela veut dire petit café.
Mais vous allez le voir, l'établissement ne fait pas que du café, il réserve bien des surprises. Barreto, alors c'est né honnêtement d'une passion de mon mari qui a toujours travaillé dans la principauté, dans la restauration et on a beaucoup voyagé et je pense que la concrétisation était d'ouvrir notre restaurant, notre bébé et on le découvre dans la carte, c'est un mélange de saveurs italiennes mais aussi des petites touches de tout ce qu'on a pu visiter avant les enfants. En fait, nous déjà on peut dire que le nom Barreto, c'est un peu une sorte de piège, parce que beaucoup de clients ils sont piégés, ils s'attendent juste à un petit bar ou un petit café. Au final, quand ils découvrent cette petite salle, ils découvrent aussi notre carte, où on a tout misé vraiment sur la fraîcheur des ingrédients, sur la qualité des produits. On a un chef vraiment magnifique, on travaille qu'avec des légumes bio, du poisson sauvage, on fait des pâtes fraîches. La plupart des choses, c'est maison, on fait les desserts maison, on fait les pains pour les club sandwich, pour les lobster rolls. Donc, et la plupart des clients, ils sont vraiment étonnés de ça, ils ne s'attendent pas du tout ça. Et en plus, on propose un service en continu, que c'est quand même encore un peu rare à Monaco. Nous, la cuisine, il ouvre à midi et en continu jusqu'à 22h, on propose toute la carte. Les pâtes du jour du chef fait maison, c'est quelque chose qu'on vend vraiment bien. Lobster roll. Le fameux lobster roll, le pain viennois brioché qui est conçu par notre chef, plaît beaucoup. On fait le English breakfast et ça c'est quelque chose que je sais que beaucoup de personnes aiment. Avocado toast, c'est vrai qu'on a quand même une plage horaire où on couvre vraiment toute la journée, donc on peut commencer de 7h30 du matin avec un croissant farci, un croissant au beurre, on passe jusqu'à 11h30 sur cette carte-là et après on retrouve aussi la partie cocktail comme j'expliquais le soir, les apéritifs, c'est vraiment, on exploite on va dire à peu près toute la plage horaire de la journée. C'est pas un snacking, il faut venir et prendre un peu de temps parce qu'on fait tout minute, donc voilà. Il faut prendre un petit peu son temps pour découvrir le restaurant. Barreto vous accueille du lundi au samedi dès 7h du matin et ce jusqu'à 22h. Ici, le service est en continu. Vous pouvez prendre votre petit déjeuner, vous pouvez déjeuner ou encore faire l'apéritif. Chez Barreto, on vous accueille toujours avec le sourire dans un esprit familial et convivial. Vous pouvez également prendre un takeaway et puis l'établissement vous proposera peut-être très prochainement un service de livraison à domicile. Place à présent à vos prévisions météo. Pour cela, Alban Gingembre nous a rejoint en studio. Bonsoir Alban. Est-ce qu'une amélioration est prévue pour la journée de mardi ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. C'est un ciel plus lumineux qui nous attend demain en principauté. Quelques passages nuageux sont attendus mais bien moins denses que ces derniers jours. Un léger vent frais toujours présent mais pas de pluie. Côté température, il fera 8 degrés le matin et jusqu'à 12 degrés l'après-midi. Et en ce mardi 10 décembre, nous fêterons les Romariques. Le 10 décembre qui correspond également à l'anniversaire du prince héréditaire Jacques et de la princesse Gabriella qui fêteront demain leurs 10 ans. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, retrouvez les experts foot Christophe Paco et David Ducci pour évoquer toute l'actualité du ballon rond et la victoire samedi de l'AS Monaco face à Toulouse. Quant à nous, rendez-vous demain à 19h pour un nouveau JT sur Monaco Info. Bonne soirée.